J'ai été correspondant de l'AFP pendant 25 ans, j'ai été en poste pendant 5 ans au Japon et pendant 7 ans aux États-Unis. Et aux États-Unis, je dirigeais l'AFP effectivement en Amérique du Nord et j'ai eu la chance, à 2 reprises en Amérique du Nord, de voir ce qui s'y passait dans les années de l'arrivée de l'Internet. D'abord l'Internet dans sa première version, dans la fin des années 90, et puis dans sa deuxième version, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on appelle le Web 2.0. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. En même temps, j'ai vu l'incroyable bouleversement pour nos métiers de l'information et de la communication de l'Internet. Hein. C'est les 2 versants, les défis incroyables, la disruption, le bouleversement et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, surtout les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe dans la presse. Vous êtes au courant, mais si vous êtes là, c'est que vous y croyez aussi, et j'y crois également. Dans la presse, en ce moment, effectivement, touché, frappé, secoué par l'Internet. La presse est en difficulté économique, il y a du mal à réussir sa transition. Qu'est-ce qui a changé en fait? Il y a 2 choses qui ont changé, essentiellement. Un, c'est que les gens ne s'informent plus comme avant. Et les gens, le public, le grand public, n'a plus les mêmes réflexes pour s'informer. Vous le savez bien, vous en êtes aujourd'hui les témoins. Ça, c'est la première chose qui a changé en raison de l'arrivée d'Internet, en raison de l'arrivée des écrans, de la prolifération des écrans. Et puis, la deuxième chose, et c'est ce fameux Web 2.0 dont je vais vous parler tout à l'heure, qui a ses avantages et ses inconvénients. Le premier inconvénient pour la profession de journaliste, c'est que le journaliste n'est plus le seul à dire au monde qui il est. Le journaliste n'est plus le seul à dire au monde qui il est. Ça veut dire que tout un tas d'autres gens ont pris ces outils, se servent de ces outils pour raconter le monde à sa place, en plus de lui. Et donc il est tombé, en quelque sorte, de son piédestal et de sa position de quasi-monopole pour raconter au monde ce qui s'y passait. Je vous ai mis des chiffres là que vous connaissez. Ils sont bien pires aux États-Unis. Ils sont bien pires en Grande-Bretagne. Ils sont assez équivalents dans les chiffres du nord de l'Europe. Et on voit que l'ensemble des grands médias traditionnels, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, sont touchés par cette baisse du modèle économique, puisque les gens ne s'informent plus comme avant et tout un tas d'autres des agents ont pris cette parole et sont écoutés. Alors, il y a aussi un autre phénomène que vous connaissez, puisque vous le vivez avec vous, vos amis, vos entourages, c'est d'une certaine manière, et vous n'en êtes pas forcément des témoins ici, mais d'une certaine manière, la baisse, en tout cas avérée chez les jeunes, de la presse traditionnelle, la presse télévision, presse écrite, journaux, magazines, radio, et évidemment la montée d'Internet pour s'informer. Mais la durée d'écoute moyenne du téléspectateur, elle baisse notamment chez les jeunes. Il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'aujourd'hui, les jeunes regardent moins, ça a toujours été le cas d'ailleurs, que les jeunes regardaient moins la télévision que leurs parents. Le problème, c'est de savoir, est-ce que quand ils seront installés, est-ce que quand ils seront adultes, en famille, est-ce qu'ils reviendront est-ce qu'une fois installés, ils se mettront à acheter le monde? Est-ce qu'une fois installés, ils se mettront à regarder à nouveau la télévision? Le bouleversement est tellement important en ce moment qu'on peut penser, et qu'on est assez convaincu que non, que les habitudes que vous prenez, que les nouvelles habitudes aujourd'hui pour vous informer, pour vous divertir, pour vous cultiver, sont celles que vous continuerez d'avoir dans votre vie future. C'est tellement vrai que c'est nous qui sommes en train de vous écouter aujourd'hui, et pour la première fois, c'est nous qui faisons comme vous, qui avons une page Facebook, qui avons un compte Twitter, ou qui utilisons les applications que vous utilisez. Et donc, vous ne faites plus les choses comme nous le faisions, et vous avez bien raison.
mais simplement ça met en difficulté effectivement les médias pour lesquels vous auriez pu avoir envie de travailler. Le problème aussi pour les médias traditionnels, toujours pareil, presse écrite, radio, télé, magazine, c'est qu'ils sont de plus en plus facilement mis en difficulté par les nouveaux arrivants, les galopins de la Silicon Valley, qui sont plus du tout des galopins, puisque des gens comme Google, Amazon, Apple, Microsoft, les géants du web aujourd'hui ont une puissance absolument phénoménale. Juste pour vous donner une idée en termes de puissance, Google aujourd'hui est plus grand que tous les studios d'Hollywood réunis, plus 2-3 chaînes de télévision et Taïwan, tout seul. Une boîte qui a été créée en 98 et qui aujourd'hui a cette taille-là. Et donc vous avez des géants du web qui sont aujourd'hui en train de s'intercaler entre les médias classiques et l'audience, de s'intercaler et qui sont en train de contrôler l'accès à l'information. Ça c'est une chose qui est que vous devez avoir à l'esprit, c'est le fait que ces géants du web et les géants des telcos de la même manière sont en train d'une certaine manière de maîtriser, parfois de verrouiller cet accès à ces contenus et à ces plateformes. Et puis vous avez de l'autre côté des milliardaires qui se mettent à s'intéresser à notre métier, au métier de journaliste, et qui se mettent à racheter parfois des vieilles enseignes, plus souvent à créer leurs propres médias. Le patron d'Amazon s'est mis cet été à la surprise générale à racheter le Washington Post et a des projets, encore pour l'instant discrets, mais on a vu cette semaine que ses ambitions étaient très élevées pour faire du Washington Post un nouveau média dans la course. Entre parenthèses, les médias, en tout cas les journaux français, les grands quotidiens français, sont aussi tous possédés par des milliardaires ou des personnes très riches. Il suffit de faire le compte et vous l'avez sûrement en tête. Alors, vous arrivez sur un marché qui a complètement changé. Un marché du travail qui s'est modifié, qui est d'une certaine manière plus difficile, puisque les médias dans lesquels vous rêviez d'aller sont en difficulté. En difficulté parce que les rédactions, elles ont fondu. Vous savez qu'aux États-Unis, un tiers des rédactions a disparu en une dizaine d'années. On n'en est pas du tout là pour l'instant en France. On a encore des rédactions solides, mais vous voyez bien les problèmes de la presse régionale et de la presse nationale, notamment du secteur de l'imprimé. En revanche, et c'est un peu tout le message que je voudrais vous adresser aujourd'hui, vous avez eu la chance, la possibilité de faire quelque chose que nous n'étions pas en capacité de faire. La chance de votre génération, c'est que vous pouvez créer vous-même votre média. Vous pouvez non seulement créer votre média, mais vous pouvez aussi tenter l'aventure de ces nouveaux médias qui sont en train d'arriver. Et puis, troisième piste extrêmement importante, c'est grâce à vos nouvelles pratiques, d'utilisation d'Internet, vous pouvez aussi amener de l'innovation dans un média traditionnel. Je crois que ce sont les trois grandes pistes sur lesquelles je vous encouragerais, moi en tout cas c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, à creuser. Vous êtes la première génération à pouvoir monter vous-même seul ou en petit groupe, à condition que vous ayez une bonne idée, à condition que vous ayez une idée qui satisfasse un besoin qui n'est pas encore rempli par d'autres médias, à condition que vous ayez un petit peu de bagage économique, mais pas trop, et un petit peu de bagage technique. C'est un peu les conditions de base sur lesquelles il faut s'arrêter un instant. Mais encore une fois, nous n'étions pas, il y a 15 ans, il y a même 10 ans, avant l'arrivée du Web 2.0,
Quand tout d'un coup, le Web 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de contrôle de ces moyens de production et de ces moyens de distribution par le public. Tout d'un coup, le public s'aperçoit, au bout de 5-6 années de web, qu'on peut utiliser ces outils et on peut publier. On peut mettre en ligne, on peut diffuser. Et qu'il n'y a plus besoin, aujourd'hui, d'avoir une imprimerie pour sortir un journal. Un blog est un journal que vous pouvez sortir sans le coût d'une imprimerie, sans le coût d'une flotte de camions pour distribuer des centaines de millions d'exemplaires chez les gens. Et un téléphone portable aujourd'hui, les téléphones que vous avez dans la poche, ce sont non seulement des caméras haute définition, mais sont aussi des stations de télévision. Un téléphone dans votre poche, c'est une station de télé qui est en mesure de diffuser en direct sur Internet. Ça change absolument tout. Ça veut dire que vous êtes en mesure de pouvoir devenir ces médias-là, tout seul ou en groupe, à quelques-uns, encore une fois, à condition que vous ayez l'idée du sujet, l'idée du modèle économique, rentable, si possible, évidemment, avec des investisseurs que vous aurez convaincus de la bonne idée, mais aussi la possibilité de rejoindre des aventures de nouveaux médias qui sont en train de se développer. Je pense à ceux qui sont en train de se monter aux États-Unis, en Europe, en France, que vous allez voir. Et encore, enfin, dernier point, et je reviendrai dessus, la possibilité, grâce à votre expertise, à votre savoir-faire dans l'Internet, dans les nouveaux médias, dans l'utilisation de tous ces outils, d'amener de l'innovation, d'amener des idées nouvelles chez nous les vieux médias qui en manquent, et où la culture, et si vous avez fait des stages dans les vieux médias, vous avez dû vous en apercevoir, la culture numérique et Internet est extraordinairement peu répandue, hélas. Et c'est un vrai problème de culture d'entreprise. Alors, ce tournant numérique dont tout le monde est en train de parler et auquel les médias traditionnels ont du mal à s'adapter, commence enfin à payer. Vous savez que longtemps on a dit la publicité ne paye pas sur Internet, c'est vrai, la publicité ne paye pas du tout de la même façon que sur le monde réel. À tel point qu'on donnait souvent ce chiffre, ce rapport en tout cas, pour 10 $ de pub sur un journal ou sur la télévision, on n'en touche que 1 sur le web. C'est vrai pourquoi? C'est vrai parce que l'arrivée d'Internet et l'arrivée du numérique provoque une abondance absolument incroyable de contenu. Et que donc, à partir du moment où il y a contenu, il n'y a plus rareté, et donc les prix s'effondrent. Il est donc normal que, à partir du moment où on a un monde d'abondance qui remplace un monde de la rareté, on ait une déflation, et cette déflation est évidemment extraordinairement problématique pour les journaux. Mais certains journaux, les plus gros, les plus forts, les plus dynamiques, sont en train de tenter de réussir ce pari vers la transition numérique. Alors on est sur des exemples un peu extrêmes, qui ne sont pas forcément le journal régional, qui sont les grands journaux déjà à succès, qui ont inventé des modèles économiques qui réussissent, qui parfois sont les journaux économiques, et les journaux économiques, on sait bien par exemple que ce ne sont pas les individus qui les payent, mais ce sont les sociétés qui payent pour leurs employés ces journaux, donc c'est plus facile pour eux pour vivre. Mais le New York Times, à force de chercher, à force d'essayer de créer de nouveaux produits, et je ne sais pas si vous êtes allé voir les manières de raconter l'actualité du New York Times, qui sont nouvelles, qui sont riches, qui sont multimédia, sont en train de réussir leur pari. Et puis tous ces médias, j'appelle des nouveaux médias. New York Times effectivement devient un nouveau média quand il est en train de passer au numérique, mais tous ces nouveaux médias sont en train d'utiliser absolument tous les outils du web disponibles, et on reparlera de la vidéo tout à l'heure. Je crois que la vidéo est un des éléments essentiels que vous ayez à prendre en compte si vous voulez faire un média qui réussit demain, parce que tout simplement tout le monde est en train d'utiliser la vidéo comme un message, comme un outil de communication et d'information.
Un mot sur les usages, sur ce qui est en train de se passer. Je vous parlais tout à l'heure de la manière dont les gens s'informent différemment et oui, différemment de ce qui se passait avant. Ces usages, et en tout cas à France Télévisions, c'est ce qu'on suit du plus près possible. Si vous continuez à donner des feuilles de papier à des gens qui s'informent avec un téléphone portable, vous aurez effectivement beaucoup de soucis. On est en train de basculer sur un nouveau type d'Internet aujourd'hui. On a eu la vague Internet des 15 dernières années. En ce moment, nous sommes en train de basculer vers un Internet absolument mobile. Et l'Internet mobile n'est pas le même que l'Internet classique. L'Internet mobile répond à d'autres types de logique. Et autant on a parlé pendant 15 ans des digital natives, on peut commencer à parler des mobile natives. Les jeunes s'informent évidemment aujourd'hui en mobilité à tel point que les grands sites comme la BBC, comme CNN, comme France Télévisions en information, nous sommes aujourd'hui à près de 40% de trafic en ligne qui vient des mobiles. Facebook, avant-hier, a annoncé que la majorité de son chiffre d'affaires venait des mobiles. La majorité du chiffre d'affaires de Facebook, c'est-à-dire plusieurs milliards de dollars, vient désormais de la publicité mobile. On est en train de basculer dans un nouveau type d'Internet par la pénétration absolument extraordinaire de deux appareils que sont le smartphone et la tablette. Le smartphone, il y a quelques années, le smartphone que vous avez tous dans la poche, mais il est très récent, c'est 2007. La tablette, c'est 2010. Ces deux appareils sont en train de tirer l'ensemble. Je reviens du CES de Las Vegas où il y a la présentation de l'industrie lourde du numérique, si vous voulez. L'électronique grand public. Tout l'électronique grand public, un peu à la surprise générale, c'est en train de s'effondrer. Vous disiez, mince, si l'électronique grand public s'effondre aussi, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste aujourd'hui les smartphones et les tablettes qui sont en train de tirer tout le marché. Les smartphones et non seulement le marché des pays riches, mais aussi le marché des pays en développement qui, eux, ont sauté la case Internet ordinateur pour s'équiper en smartphone et nous imaginons progressivement en tablette. C'est quoi le taux d'équipement? En smartphone aujourd'hui, on a dépassé l'an dernier en France la moitié de la population française équipée de smartphones. Aux États-Unis, ça fait 2 ans. Et aux États-Unis, aujourd'hui, on approche de la moitié de la population équipée en tablette. Et en France, on est autour du tiers de la population française équipée on est à 25% au troisième trimestre, mais on approche du tiers en fin d'année. Un mot quand même sur notre marché à nous. La télévision, les téléviseurs se cassent la figure, les téléviseurs classiques. On a en ce moment est en train d'émerger un nouvel appareil hybride qu'on appelle les Smart TV, c'est-à-dire en fait le mariage d'Internet et de la télévision. Nous, on est un peu impacté après la presse écrite, après la musique, après le livre, après l'industrie des voyages, mais aujourd'hui, c'est évidemment la télévision qui est aujourd'hui touchée par la révolution Internet et par le numérique. Et si ça vous intéresse, je répondrai à vos questions sur ce sujet particulier. Voilà un peu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment sur la consommation de médias depuis quelques années. Vous voyez qu'il n'y a qu'un secteur qui est en train de progresser dans les années récentes, c'est celui dont je vous parlais à l'instant, celui de la mobilité, les mobiles. Hein, l'écran qui compte aujourd'hui, c'est l'écran qu'on a devant soi. C'est évidemment l'écran du téléphone. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, de la différence qu'il y a d'une génération à une autre quand vous, aujourd'hui, vous avez cet appareil, cet ordinateur dans la poche, avec ses capacités absolument incroyables. Alors, l'autre grand changement,
auquel nous sommes tous confrontés, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le phénomène, avec l'arrivée du Web 2.0, on devient tous des médias. Tous des médias, ça veut dire tous des médias, ça veut dire que le public devient un média, ça veut dire que l'Élysée devient un média, ça veut dire que l'OM devient un média, ça veut dire qu'une entreprise devient un média, et qu'on n'est plus les seuls, nous, médias, à faire ce boulot-là. Alors on le voit avec le public, quand sur des événements, le public se met à être au moins le témoin. Je parle jamais de journalisme citoyen. En revanche, le citoyen peut être un témoin et peut rapporter, collecter cette information. Il n'y a aucune rédaction qui peut concurrencer les millions de téléphones portables qui sont aujourd'hui dans la nature et qui font prendre en photo ces événements qui surgissent ou qui adviennent dans des manifestations, dans des révolutions. Le public a pris le contrôle de nos outils de production et de distribution. Ce public, non seulement il s'en sert, mais il interagit, il remixe, il contribue, il ajoute, il recommande, il partage énormément, vous le savez bien, sur les réseaux sociaux. On est en train, 500 ans après la démocratisation de la lecture, de voir arriver depuis une dizaine d'années la démocratisation de l'écriture, avec le Web 2.0. Et encore une fois, si vous regardez de près, Twitter est une agence de presse aujourd'hui mondiale, gratuite, en temps réel, personnalisée. Skype est évidemment le nouveau réseau, le nouveau opérateur des télécommunications mondiales. J'ai vu récemment que 40% des communications internationales désormais se passaient par Skype. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un blog, c'est un journal, un smartphone, c'est une télévision et un podcast, c'est une radio. Et vous êtes tous en mesure de le faire pour un coût, et c'est là l'énorme changement, pour un coût quasiment égal à zéro. Quasiment égal à zéro. Je vous disais que ces médias, ou que nous devenions tous des médias, vous voyez les institutions se mettre à devenir des médias. Quand Barack Obama annonce lui-même sa réélection par un tweet, on est en train de changer de paradigme. Quand vous voyez aujourd'hui que CNN, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, se met à s'allier avec Twitter pour justement profiter de cette collaboration avec le public, Twitter et CNN ont annoncé cette semaine un outil plus performant, je pense que vous aurez à l'utiliser dans les semaines qui viennent, pour faire de la recherche sur les breaking news en matière d'information. Ces breaking news, elles naissent de plus en plus évidemment sur les réseaux sociaux. Ils sont leur meilleur relais, et vous le savez bien. Les sources sont sur ces réseaux sociaux. 75% des chefs d'État sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde. La plupart des députés et des parlementaires sont sur les réseaux sociaux. Les chefs d'entreprise communiquent directement, sans passer par les journalistes, sur les réseaux sociaux. Et on voit les grands médias se mettre à collaborer, à travailler avec ces nouveaux acteurs. Ça, c'était il y a une dizaine de jours, la BBC va se mettre à travailler avec Instagram pour pouvoir proposer des modèles un petit peu différents de couverture. Et puis, les phénomènes qui sont derrière tout ce qui se passe, c'est évidemment l'arrivée du streaming en vidéo, en musique, qui est en train de dominer le mode de consommation du public, le mode de consommation des jeunes aujourd'hui. Pour vous donner une idée de l'importance et du basculement d'Internet aussi, je vous disais tout à l'heure, le web est en train de devenir un web mobile, mais il est aussi en train de devenir un web audiovisuel. On a eu pendant des années, parce que la bande passante, parce que les smartphones n'étaient pas présents, un web essentiellement de publication avec du texte et quelques photos lentes à se charger. Aujourd'hui, la bande passante, le très haut débit
font que le web est en train de basculer sur un web de plus en plus audiovisuel, avec de plus en plus de vidéos, à tel point que la vidéo va représenter pratiquement plus de 70% du trafic Internet dans quelques années. Vous voyez sur les sites, sur le fait que cette image, on est en train de passer dans un monde de plus en plus de l'image, avec ses inconvénients évidemment, mais avec ses avantages aussi pour ceux qui sont dans ce métier-là. D'autres choses que je voudrais partager avec vous, c'est que YouTube aujourd'hui est devenu évidemment le réceptacle de ce phénomène-là. YouTube est aujourd'hui le deuxième moteur de recherche, après Google. YouTube est devenu le premier site de la musique en Europe. Et c'est sur YouTube que la plupart des gens aujourd'hui s'expriment, partagent, montrent non seulement leur vie quotidienne, on en a souvent, en tout cas dans nos maisons, dans les maisons traditionnelles, on dit oh, mais YouTube, enfin en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, YouTube c'est des chats qui font du skateboard. De moins en moins. YouTube c'est de plus en plus de l'information, du divertissement, de la musique, des choses de qualité qui sont faites par les professionnels, qui sont faites par le public. Aujourd'hui, YouTube couvre de plus en plus d'événements. Le discours sur l'état de l'Union cette semaine du président Obama était évidemment en direct à la télévision, comme d'habitude, mais il était aussi en direct sur YouTube, il était en direct sur la plupart des sites des journaux. Là aussi, changement considérable, petite parenthèse en passant, avec tous les grands journaux papier aujourd'hui ont une chaîne d'infos en continu et en vidéo sur leur site. Je vous donne cet exemple. Ces exemples-là, YouTube débauche Larry King débauche, il était à la retraite, mais embauche Larry King, qui était la vedette de CNN, pour ça c'était pendant les débats présidentiels de la présidentielle américaine. Internet devient une gigantesque plateforme de télévision et vous voyez tous les journaux arriver, je vous disais à l'instant, sur la vidéo. Les magazines, les marques aussi, vous qui ne serez pas forcément des journalistes, ceux qui vont travailler en matière de communication, vous allez avoir une expertise et une compétence que n'ont jamais eu auparavant vos prédécesseurs. Vous allez être en mesure de faire des marques, et c'est un des phénomènes des gros phénomènes, à partir du moment où tout le monde devient média, ces marques ou ces institutions ou ces organisations internationales vont avoir besoin de gens qui vont animer, produire des contenus de textes, de photos et de plus en plus de vidéos. Un mot sur ça. Les journaux, évidemment, sont en crise, mais je ne crois pas que le journalisme soit en crise. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'appétit pour l'information. Il n'y a jamais eu autant de gens et on le voit d'ailleurs dans les audiences. C'est pas parce que la diffusion, par exemple, est en train de baisser, parce que le nombre de supports papier est en train de baisser, mais l'audience des titres, si on ajoute leur audience Internet à leur diffusion classique, est en train d'augmenter assez fortement, avec la réserve importante, c'est qu'effectivement sur le numérique on ne gagne pas le même argent que sur le monde physique. Mais je crois qu'aujourd'hui on est mieux informé qu'avant. Et on est mieux informé grâce à cette multitude de sources. Si d'un côté on a perdu effectivement un peu dans les rédactions, on a gagné beaucoup dans ceux qui témoignent, dans ceux qui donnent leur expertise, dans ceux qui participent à cette conversation, et on n'est plus dans ce top-down, dans ce journalisme de surplomb qui était la règle jusqu'ici. Je crois que le journalisme est plus précis et plus immédiat si on a les bons outils, et que ces outils, vous pouvez non seulement vous en servir, mais vous en servir pour créer un vrai média. Ces outils, vous les connaissez, ils sont en train de se développer à toute vitesse. Et je remets à chaque fois cette image-là pour montrer que
qu'un géant avec les outils d'autrefois. On peut parfois faire la même chose et parfois mieux avec des outils beaucoup moins chers. C'est la force de destruction d'ailleurs du numérique, c'est de faire souvent la même chose, parfois mieux, parfois moins bien, mais avec beaucoup moins de moyens. Les coûts de diffusion aujourd'hui sont quasiment nuls. Les coûts de production sont en train de baisser à toute vitesse. Coûts de production d'une information. Aujourd'hui, avec un smartphone, avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver, toujours plus faciles, toujours plus maniables, vous allez voir arriver des outils dont vous allez pouvoir vous servir pour raconter le monde ou pour communiquer. Les coûts de revient sont, je vous disais, sont ridicules. Je vous donne des ordres d'idées, mais $80 par mois pour un site de streaming. Voilà aujourd'hui le coût de diffusion d'une chaîne de télévision quasiment sur Internet. Vous pouvez acheter, alors un drone, vous pouvez acheter un drone parce qu'il y a encore pas mal de flou sur la législation, sur l'utilisation des drones, notamment par l'aviation civile. Mais un drone, ça coûte $300. Et c'est fait par une entreprise française d'ailleurs. Le succès de Parrot aux États-Unis est absolument incroyable. Mais il y a plein d'autres outils qui arrivent et qui ne sont pas forcément très chers. Et je vois de plus en plus des gens, des jeunes, qui à la place d'avoir une énorme caméra sur l'épaule et des micros partout, se baladent avec des Canon MD3, ou je sais plus comment on appelle ça, des Canon qui font de la vidéo de manière remarquable. Et vous allez voir arriver de plus en plus ces journalistes avec des Google Glass qui vont progressivement arriver. Là, c'est un Américain de Vice Media. Surveillez Vice News, qui devrait sortir dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Un site extrêmement intéressant qui va couvrir l'actualité de manière nouvelle, je pense. Ce journaliste, j'ai eu la chance ce jeune journaliste américain, lui a couvert les manifestations en Turquie l'an dernier avec des Google Glass qui lui permettaient d'avoir les mains libres et d'avoir en permanence une caméra sur ce qui se passait. Il a couvert aussi avec des drones embarqués. Un mot aussi sur ce petit outil au milieu là que vous voyez. Si c'est juste, oui, c'est Narrative, je crois. Narrative, c'est un petit truc. Oui, Narrative, c'est sorti il y a en début d'année, fin d'année dernière. C'est une petite caméra qu'on accroche là où on veut, en fait, qui prend une photo toutes les 30 secondes, tout le temps. Et à la fin de la journée, il y a un logiciel de montage extrêmement simple qui vous permet de prendre les photos dont vous aurez besoin pour illustrer votre reportage. Alors, je ne suis pas en train de... Ouais. On a besoin de photographes aussi. Mais ça peut être des outils utiles quand vous êtes, vous, en train de monter votre opération, votre propre opération ou votre propre solution de reportage. Il y a plein de choses. Des outils qu'on a mis sur le blog metamedia.fr, meta-media.fr, tous ces outils pas chers, low cost, que vous pouvez utiliser, toutes les applications, parfois gratuites, parfois très peu chères, pour monter vous-même votre média. Tous ces sites qui vous permettent de diffuser en direct sur Internet, Ustream, Livestream. Encore une fois, c'en est télé en direct, je ne devrais pas le dire, mais je vous dis quand même, vous pouvez faire ce boulot-là tout seul, en reportage, sur le terrain, en interview. Et puis on a à la fois la facilité de la bande passante, des réseaux qui sont en train de se développer, de nouveaux outils de diffusion, et puis des sujets importants, comme celui que vous allez voir monter dans les mois qui viennent, celui de la protection de la vie privée, de l'utilisation des données. Le journaliste que vous avez vu tout à l'heure, qui s'appelle Tim Pool, a cette phrase importante que vous voyez à l'écran, et je pense qu'il est important de retenir. Aujourd'hui, on a malheureusement souvent des journalistes qui sont moins bons que le reste de la population en utilisant les technologies d'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez être en mesure de pouvoir protéger vos sources,
alors que se passent les scandales de surveillance par les gouvernements ou par les géants du web, vous devez avoir un certain niveau de savoir-faire technologique pour pouvoir protéger les sources qui vous donneront des informations. C'est un vrai sujet important, ça. Il faudrait que vous l'ayez à l'esprit. Il y a des logiciels d'encryptage, il y a des choses qui existent et qu'il faudra regarder de très très près. Un mot sur les réseaux, parce que c'est important et que vous l'ayez à l'esprit. On est en retard en France sur la vitesse, sur le haut débit. On était en avance, aujourd'hui malheureusement on est en retard sur l'Asie et sur les États-Unis, et j'espère qu'on comblera ce retard parce que le haut débit est évidemment une des conditions de réussite de cette révolution numérique, avec un sujet très important que malheureusement dont on ne parle pas assez, c'est la neutralité du net. La neutralité du net, c'est la possibilité pour vos contenus, quels qu'ils soient, de passer sur ces réseaux. La neutralité du net aujourd'hui elle est en danger parce que les FAI, ceux qui sont les portes d'accès à l'Internet, estiment qu'il faut faire payer plus cher les camions, c'est-à-dire en gros YouTube ou Netflix, que les voitures, c'est-à-dire vous. Le problème, c'est qu'ils choisissent qui. Et donc on risque d'avoir un Internet à deux vitesses. C'est un vrai débat de société aux États-Unis en ce moment, c'est un vrai débat qui devrait avoir lieu en France et en Europe. La Commission européenne en est saisie. Imaginez simplement que sur l'autoroute, désormais, il y a une file pour les riches et une file pour les pauvres. Ça veut dire que le FAI sera en mesure de choisir ce contenu-là, je le mets là, mais vous restez bloqué dans les embouteillages, ce qu'on appelle la congestion d'Internet. Imaginez aussi quand l'électricité est arrivée, il y a 150 ans, que vous ayez des régions pauvres qui soient équipées qu'en 40 watts et puis des régions riches en 120 watts. Ou que quand le téléphone a été installé, à Marseille, vous n'entendiez qu'un mot sur trois et à Paris, toute la conversation. Je caricature. Mais la neutralité du net, c'est cet enjeu-là. Et cet enjeu-là, pour le journalisme et pour l'information, il est majeur. Sur le journalisme, je crois qu'il y a trois choses aujourd'hui qu'il faut retenir. Je crois qu'on ne peut plus se contenter du journalisme qu'on connaissait jusqu'ici. Et je me suis interrogé dans un ouvrage sur est-ce qu'on a encore besoin des journalistes. Je crois que oui, on a encore besoin des journalistes, mais à plein de conditions. On a besoin d'un journalisme différent, on a besoin d'un journalisme qui amène de la valeur ajoutée. On a besoin d'un journaliste qui soit plus smart. Plus smart, ça veut dire surtout, encore une fois, qui amène de la valeur ajoutée dans son expertise, dans sa manière de décrypter le monde, dans sa manière de lui donner du sens. Si le journal de 20 heures ne donne pas du sens aux nouvelles que vous connaissez tous dans la journée, il n'a aucune raison d'être. Si le journal en papier du lendemain ne donne pas du sens ou ne décrypte rien de ce que vous savez déjà, il n'a aucune raison d'être aujourd'hui. Il faut absolument que le journaliste aujourd'hui amène de la valeur ajoutée de décryptage, d'explication, et si possible des exclusivités, des choses pour raconter ce qui se passe derrière, ce que les autres veulent cacher. C'est ça que me permet d'appeler plus smart. Il faut qu'il soit un filtre aussi. Il faut qu'il soit un filtre pour réduire le bruit. Réduire le bruit de ces informations, rumeurs, parfois diffamation, pour vérifier. Et pour faire gagner du temps aux gens. C'est en rendant service aux gens qui sont submergés, comme vous, comme moi, aujourd'hui, par l'amoncellement d'informations. Alors, depuis quelques années, on a des filtres, ça s'appelle les réseaux sociaux. Ah oui, les réseaux sociaux nous permettent, par la recommandation de l'ami, sur Twitter ou sur Facebook, de lui dire, tiens, regarde ça, c'est pas mal, regarde ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des nouveaux filtres qui nous permettent de réduire le bruit d'Internet. Il y a aussi les médias avec leur expertise. Demain, ce seront les algorithmes qui vont faire ce travail de personnalisation et de recommandation. Alors ne soyez pas effrayés par les algorithmes, vous n'allez pas devoir devenir des computer scientists ou des informaticiens, mais il faut que vous ayez à l'esprit que le développement des algorithmes, et d'ailleurs pas que dans le journalisme, est une des évolutions
majeur des années qui arrivent. Dans le journalisme aussi. On voit cette semaine, il y a une dizaine de jours, Yahoo qui a annoncé, c'est valable aux États-Unis, c'est pas encore valable en France, mais Yahoo, il y a un petit génie qui a 17 ans, qui avait créé il y a quelques mois une boîte qui s'appelait Summary, qui résumait automatiquement les articles. Il a été racheté par Yahoo, 30 millions de dollars. Ils lui ont fermé sa boîte et puis ils lui ont dit tu travailles pour nous. Il a dit d'accord, avec les 30 millions dans la poche. Et il vient de sortir pour eux une application qui s'appelle Yahoo News et qui sort 2 fois par jour un JT automatique pour mobile. Voilà, par algorithme. Voilà une des choses qui sont en train d'émerger. Il s'appelle Nick Dalloisio, si vous ne le connaissiez pas. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur les recommandations. Sachez que ces recommandations, encore une fois, ces algorithmes et cette technologie qui est en train d'arriver, il faut que vous la gardiez à l'esprit parce qu'on est en train de faire un saut considérable dans les technologies. Les ordinateurs aujourd'hui, jusqu'ici, c'était grosso modo des énormes calculateurs. À partir de maintenant, les ordinateurs sont des machines qui apprennent. Qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent ce que vous voyez souvent dans la presse, qui sont les big data. Ils sont en train d'ingurgiter ces quantités absolument gigantesques, faramineuses de données pour prédire, pour recommander, pour faire gagner du temps, pour réduire le bruit d'Internet. Hein, c'est ça le saut en ce moment qui va se produire dans l'informatique. C'est une parenthèse, mais je voulais vous le transmettre parce que ce qu'on appelle le machine learning et les algorithmes vont transformer à nouveau notre société. La visualisation de données, ça aussi c'est une des autres manières de raconter le monde. Regardez cette information extrêmement simple, difficile à faire, à conceptualiser, mais elle en dit plus que 5 pages d'un article du Wall Street Journal sur ce qui se passe. Et c'est vrai sur plein d'autres sujets. Le fait de pouvoir raconter par un graphique, par une image, parfois par un dessin animé, parfois par un petit film, c'est une autre manière de raconter le monde de manière claire pour le public. Ce qu'on appelle le storytelling est en train de changer, la manière de raconter le monde, à nouveau le storytelling. On y travaille, les ponts qui sont entre le monde des journaux, de la presse, de la photographie, de la télévision, du cinéma et du web, avec l'interaction, avec la participation du public. Ce sont des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous devez réfléchir. Ça, c'est toute la partie être plus smart. Ma deuxième partie, c'est être plus social. Avant, encore une fois, le journaliste, il parlait d'en haut. Il fait comme moi aujourd'hui, je parle, vous écoutez. C'est en train, heureusement, de s'arrêter. Heureusement, on n'est plus dans cette situation d'aplomb, de surplomb même. Et que, enfin, les sites, les médias, les nouveaux médias, mais les vieux aussi, sont en train d'engager une vraie conversation avec le public. Ça a démarré par les commentaires, puis les forums, puis les réseaux sociaux. Et puis maintenant on intègre, on agrège ces choses-là, à tel point que je suis convaincu que la télévision, par exemple, ou la radio, mais plutôt la télévision, va connaître des phases successives comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la social TV, ces discussions qui sont en train de se faire sur les réseaux sociaux autour de nos programmes. Et je pense que demain, ce sera de la coproduction avec l'audience qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir intégrer et dont on va pouvoir profiter. Ce qu'on appelle en journalisme le crowdsourcing, c'est-à-dire l'utilisation du public aussi comme une source, à vérifier bien sûr, mais comme une source importante. La plupart des grands journaux aujourd'hui se servent du public pour faire leurs enquêtes, pour avoir des témoignages et pour délivrer l'information. Plus smart, plus social, et mon troisième point, c'est moins chiant. Pardon. Mais je suis assez convaincu de ça, et c'est la raison pour laquelle vous êtes tous sur Facebook, ou sur BuzzFeed, ou sur Upworthy, ou sur des sites. Je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, on peut raconter l'information de manière beaucoup
plus positive. Et si vous avez regardé le sondage de la Croix, il y a, vous voyez, je ne vous prends pas à Harakiri, je prends la Croix. La semaine dernière, la Croix nous dit, chaque année, fait un sondage sur le journalisme, sur la crédibilité, sur la confiance, sur ce qu'attend le public. Et on s'aperçoit que le public se dit, c'est bien, là, je m'informe, mais moi je veux de l'information plus constructive, parfois plus positive, qui m'aide aussi dans la vie. Alors je ne dis pas qu'il faut raconter les trains qui arrivent à l'heure, c'est pas notre métier. Et notre métier, c'est surtout et c'est ce qui en fait la beauté, la noblesse et parfois les dangers, on l'a vu tout à l'heure, de raconter ce qu'on veut nous cacher. Mais je crois qu'aujourd'hui on peut le raconter différemment. Et tout un tas de nouvelles propositions sur Internet sont en train de le raconter différemment, à tel point que des sites comme BuzzFeed, qui là aussi avait démarré par du lolcat, ont embauché des journalistes et des grosses signatures d'investigation, des journalistes économiques, des éditorialistes, pour proposer de l'information sérieuse, mais sous un mode un peu différent. Et ce sont ce que j'appelle en schématisant, c'est aussi ça le modèle économique, d'ailleurs qui a toujours été le modèle économique de tous les médias, ce sont des choses qui sont connexes, annexes, tierces, qui viennent financer le journalisme sérieux. En l'occurrence, c'est le trafic sur les lolcats qui permet de financer le journalisme sérieux, en l'occurrence. Je vous laisse jeter un coup d'œil Upworthy. Vous connaissez Upworthy? Ça vous dit quelque chose? Upworthy, c'est le site qui a connu la plus grosse progression de visiteurs l'année dernière. Il n'y a pas de journalistes chez Upworthy. Ce sont que ce qu'on appelle des curators, c'est-à-dire des gens qui font du tri sélectif sur Internet et qui vont chercher des vidéos, les choisissent pour les montrer. Je ne dis pas que c'est du journalisme, mais c'est aussi une manière de sensibiliser les gens sur des sujets. Je voudrais vous montrer les compétences, les skills et les compétences qui sont cherchées quand ils cherchent ce qu'on appelle un curator. On cherche effectivement des gens qui savent mettre en valeur l'information. C'est là dont je vous parlais tout à l'heure, d'être un peu plus fun, un peu moins ennuyeux. Et puis il y a l'innovation. Je crois beaucoup qu'aujourd'hui, il faut s'inspirer de ces sociétés, ces entreprises, peut-être les vôtres demain, qui innoveront et qui amèneront par l'extérieur des idées pour rajeunir un peu les vieux médias qui aujourd'hui en ont bien besoin. Regardez ces exemples-là. La plupart des grands médias sont en train de se rapprocher de start-up, soit en faisant de l'incubation pour couver des projets intéressants, soit en aidant, c'est notre cas à France Télévisions, en aidant des startups qui utilisent des nouvelles technologies qui peuvent nous aider et qui amènent des idées nouvelles. Et vous avez un rôle à jouer, je pense, dans les années qui viennent sur ces sujets-là. Canal+ a donc lancé son incubateur, le groupe Express aussi a son incubateur, la BBC, le New York Times. Tous ces groupes ont des incubateurs de start-up. C'est peut-être vos start-up de demain. Ce sont peut-être vos start-up de demain. Et puis, ça bouge aujourd'hui. Regardez, depuis le début de l'année, les initiatives qui ont été lancées, notamment, en fait, surtout aux États-Unis, malheureusement peu en France. Toutes les initiatives de nouveaux médias qui se lancent sur Internet, parfois avec juste un journaliste, parfois avec une équipe, parfois avec des financements un peu baroques, qui sont trouvés sur Kickstarter, qui sont trouvés sur Indiegogo, qui sont trouvés sur les plateformes de crowdfunding. Jetez un coup d'œil sur ce qui est en train de se passer dans ce nouveau monde du numérique. Quelques derniers conseils que je voudrais partager avec vous du haut de ma petite expérience d'une trentaine d'années dans ces métiers-là, un petit peu partout dans le monde. Je crois vraiment que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir à nouveau, et je le répète, de pouvoir monter votre média tout seul, en groupe, ou d'amener de l'innovation. À condition que vous soyez vraiment vous y croyez, que vous ayez de la passion, que vous soyez authentique. Encore une fois, que cette passion
vous l'ameniez si vous venez dans un nouveau média, que vous ne soyez pas forcément timide ou bien sûr vous allez apprendre des anciens, vous allez être à l'écoute, mais vous en savez, je crois que dans le numérique aujourd'hui, c'est vous qui allez vous apprendre des choses et pas le contraire. Et il faut que vous en soyez conscient. Et c'est votre force aujourd'hui. Exploitez votre passion, devenez excellent, devenez expert dans le domaine qui vous passionne. Soyez concret. Soyez concret et regardez de très très près, suivez en permanence ce qui se passe autour de vous dans les tendances des médias et même celles qui sont en marge des médias, qui ne sont pas forcément liées directement à votre zone d'expertise. Soyez curieux. Et le dernier conseil que je peux vous donner, je le prends d'un Américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, que peut-être vous ne connaissez pas. Je vous conseille de lire son livre qui a déjà 3-4 ans, qui est un tout petit livre en anglais, mais qui s'appelle Crush It, et qui vous raconte un peu ce que je vous ai raconté aujourd'hui, pour vous dire que vous avez la possibilité de monter vous-même votre média à cette condition-là. Cette condition, c'est de donner, puis ensuite de demander. Aujourd'hui, le monde d'Internet, c'est ça d'abord. Ne demandez pas d'abord, faites, produisez, montrez, partagez, et après vous demandez. Rendez service.